Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session sur la triangulation en évaluation. Commençons par la reconnaissance territoriale. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Bonjour, je m'appelle Mélanie Courtemanche, je suis consultante en éducation, formatrice, ancienne conseillère pédagogique et direction d'école à la retraite. Bienvenue dans la deuxième partie de cette capsule de formation sur la triangulation offerte dans le cadre des Instituts 24-24 du Centre Franco. Aujourd'hui, nous allons aborder les défis de la triangulation et comment efficacement les surmonter. Dans le monde de l'éducation, la triangulation, c'est pas juste un terme géométrique, c'est une stratégie pédagogique cruciale. Mais comment l'accueillir pleinement malgré tous les défis? Nous savons tous qu'enseigner, c'est exigeant. Aujourd'hui, on va voir comment la triangulation peut être gérée sans surcharger votre emploi du temps. En plus du site Évaluer, différencier, réussir, il y a différentes ressources qui m'ont aidé à rédiger cette formation-là. Dylan Williams et Paul Black, qui ont écrit Inside the Black Box, soulignent l'importance de l'évaluation formative pour améliorer nos attentes au niveau de l'apprentissage. Il y a évidemment John Hattie et Visible Learning. Il y a Anne Davies et Sandra Herbst, toujours, qui nous guident sur comment rendre l'évaluation en salle de classe efficace et engageante. Il y a Rick Stiggins qui nous rappelle que l'évaluation au service de l'apprentissage, c'est un outil clé pour motiver et faire progresser nos élèves. Il y a Lorna Earle qui met l'accent sur l'évaluation comme apprentissage, qui encourage les élèves à devenir des acteurs dans leur évaluation. Il y a aussi Susan Brockhart qui explore comment les retours constructifs, la rétroaction descriptive peut transformer l'évaluation en une puissante opportunité d'apprentissage. Et bien sûr, il y a le faire croître le succès qui nous aide toujours quand vient le temps de penser à l'évaluation de nos élèves. Dans la dernière capsule, on a pris le temps d'expliquer le concept de la triangulation en évaluation qui implique l'utilisation de multiples sources de données, par exemple l'observation, les conversations et les produits des élèves pour obtenir une compréhension complète et équilibrée des performances et des progrès des élèves. On a aussi mis en lumière les avantages de cette approche, par exemple l'amélioration de la fiabilité et de la viabilité des évaluations, une meilleure compréhension des besoins individuels de chaque élève et la capacité de personnaliser son enseignement et le soutien qu'on apporte aux élèves. On a aussi présenté des exemples concrets d'application de la triangulation dans des contextes éducatifs variés, par exemple en illustrant comment elle peut être intégrée dans les pratiques quotidiennes de l'enseignement. On a aussi parlé de quelques défis courants associés à la mise en œuvre de la triangulation, par exemple le manque de temps, la complexité de gérer diverses sources de données et les stratégies pour surmonter ces obstacles. Donc aujourd'hui, mon but, c'est qu'à la fin de cette session, vous soyez capable de comprendre les défis de la triangulation en salle de classe, les problèmes auxquels on est confronté lors de la mise en œuvre de la triangulation et la gestion de la diversité des niveaux de compétences des élèves, les interruptions de calendrier et la pression du curriculum.
Mon deuxième but, c'est que vous puissiez reconnaître la valeur de la triangulation pour une compréhension plus approfondie des besoins des élèves afin de vous permettre une meilleure planification plus ciblée et une intervention plus efficace. Et mon troisième but, c'est qu'à la fin, vous ayez appris des stratégies concrètes pour intégrer la triangulation dans votre enseignement malgré les défis, y compris la planification, l'observation, l'évaluation globale et l'utilisation de discussions formelles et informelles. Les difficultés d'apprentissage, c'est pas évident. Imaginez un élève qui souffre silencieusement, qui lutte avec ses problèmes de mathématiques pendant que les autres à côté de lui brillent. Comment est-ce que nous, on peut identifier ses besoins et y répondre de toutes sortes de manières différentes? Les écarts de rendement, c'est pas toujours académique. Des fois, ça reflète aussi des différences dans les contextes économiques, sociaux ou même émotionnels. L'enseignement, c'est un monde. Chaque élève, c'est un monde en soi. Certains sont calmes, d'autres dérangent. Comment est-ce qu'on peut enseigner dans un mélange comme celui-là? Le nombre d'élèves, les dérangements dans une journée, des journées spéciales, des tempêtes, des sorties, des spectacles. On a le curriculum à couvrir, avec les tests provinciaux qui se pointent. Comment est-ce qu'on est supposé de trouver le temps pour faire une triangulation efficace, vous me direz? Il y a les CAP, il y a les tests provinciaux, il y a les nouvelles initiatives. Quand on suggère de mettre en œuvre des nouvelles pratiques, notre réaction, souvent, c'est de dire « Mais oui, mais j'ai pas le temps. Quand est-ce qu'on va juste me laisser enseigner? » La triangulation, c'est pas juste une autre tâche sur votre liste. C'est une opportunité de croissance professionnelle, c'est une chance de devenir plus efficace et plus satisfait aussi comme enseignant. Malgré tous ces défis-là, la triangulation, c'est un outil puissant pour personnaliser notre apprentissage et notre enseignement. La triangulation permet à l'enseignant de voir l'apprentissage à travers les yeux des élèves, comme on disait la dernière fois. Et ça, comme on le disait aussi, ça ne peut pas se faire seulement avec un seul type de preuve. Plus la preuve nous permet de voir et comprendre l'élève, meilleure est la preuve. Et en combinant les résultats des tests, des observations, des discussions, on peut mieux comprendre chaque élève. Donc, le mot-clé, c'est qu'il faut prendre des notes. On ne peut pas juste garder les conversations qu'on a dans notre tête, dans notre mémoire. La même chose pour les observations. Il faut garder des traces. Et c'est ça la porte d'entrée qu'on a. Et l'approche de la triangulation nous permet d'adapter nos leçons pour maximiser l'engagement et le progrès de chacun de nos élèves. La triangulation, ça peut nous permettre d'atténuer les effets des biais inconscients qu'on peut avoir. Par exemple, le biais de confirmation qui est notre tendance à privilégier ou à rechercher des informations qui vont confirmer nos croyances ou des attentes préexistantes qu'on aurait, par exemple, sur un élève. Un enseignant pourrait, par exemple, inconsciemment accorder plus d'attention aux erreurs d'un élève qui a des antécédents de performance plus faibles. Encore, utiliser différentes méthodes d'évaluation nous permettrait alors de recueillir des preuves variées qui pourraient contredire les attentes ou les croyances préexistantes qu'on peut avoir. L'effet halo, qui est l'impression générale d'un élève, qui soit positive ou négative, pourrait influencer parfois l'évaluation de ses compétences spécifiques. Donc, un élève perçu comme étant généralement performant pourrait, par exemple, être évalué plus favorablement, même dans des domaines où il serait moins fort. En évaluant différents aspects de l'apprentissage séparément, par exemple les compétences académiques, le comportement en classe, la participation des élèves, on évite que l'impression générale d'un élève influence toutes ces évaluations. Il y a aussi le biais de similarité, qui est notre tendance à évaluer plus favorablement un élève qui pourrait partager certaines caractéristiques, intérêts ou comportements avec un enseignant. La triangulation, en s'appuyant sur des données objectives et variées, aide à se concentrer sur des performances réelles des élèves plutôt que sur des similitudes qui seraient subjectives.
Il y a aussi l'effet de récence. Donc, le jugement pourrait être influencé par les performances plus récentes de l'élève qui nous ferait oublier ou minimiser les preuves antérieures. Donc, en recueillant des informations sur une période plus longue et à partir de différentes sources, la triangulation va nous permettre de tempérer l'impact des performances les plus récentes par une vue d'ensemble qui serait plus complète. Il y a aussi le biais de genre et le biais culturel qui sont les attentes ou les stéréotypes liés au genre ou à la culture qui pourraient influencer inconsciemment l'évaluation des compétences et des comportements des élèves. En utilisant différentes méthodes d'évaluation, on pourrait aider à révéler des talents et même des compétences qui pourraient être négligées à cause de certains stéréotypes qu'on aurait de genre ou de culture. Il y a aussi le biais d'indulgence ou de sévérité. Ce biais-là ferait en sorte que certains enseignants pourraient avoir tendance à être trop indulgents ou trop sévères dans leurs évaluations, donc indépendamment de la performance réelle de l'élève. Donc en se basant sur des critères d'évaluation clairs, en utilisant différentes formes d'évaluation, on peut à ce moment-là adopter une approche qui est plus équilibrée et plus cohérente. Il y a aussi le biais de centralité. Donc, en évitant les évaluations qui seraient extrêmes, soit trop hautes ou soit trop basses, ou à évaluer la plupart du temps des élèves comme étant moyens, quelle que soit leur performance réelle. L'évaluation triangulée va fournir des preuves qui sont plus nuancées, va encourager aussi l'enseignant à reconnaître des performances réelles plutôt que de se baser sur une moyenne ou sur une norme pour tout le monde. Et enfin, il y a l'effet Pygmalion, qui est les attentes de l'enseignante concernant les attentes d'un élève, qui pourrait influencer inconsciemment la manière dont cet élève est traité ou évalué. Et ça peut à son tour affecter les performances de ce même élève. Et les différentes méthodes d'évaluation vont permettre d'apprécier les progrès et les réalisations des élèves indépendamment des attentes initiales de l'enseignant. Pour vous aider, voici quelques conseils pratiques. Planifiez régulièrement des moments d'observation des élèves en salle de classe en prenant des notes des interactions et de leur engagement. Incorporez des discussions formelles et informelles. Posez des questions ouvertes pour comprendre les pensées des élèves, ce qui se passe dans leur tête. Évaluez les produits des élèves d'une manière globale. Ne vous limitez pas uniquement aux tests, mais considérez les travaux, les projets et même les contributions en classe. Faites face aux défis tout de suite. Organisez vos données de manière à ce qu'elles soient gérables et significatives. Utilisez des outils numériques si nécessaire, il y en a plein, entre autres Classroom que vous connaissez bien, ou même Google Sheet. Restez flexible. La triangulation, c'est pas une formule qui est fixe, c'est un processus qui est adaptable et vivant en fonction des besoins de vos élèves. Et n'oubliez pas que l'objectif, c'est ultimement d'améliorer l'apprentissage des élèves, mais aussi de vous rendre plus efficace. Utilisez les données qui sont recueillies pour adapter votre enseignement et vos interventions. Valorisez vos efforts initiaux parce que l'adoption d'une nouvelle méthode, ça peut demander du temps. C'est un investissement initial au départ, mais à long terme, ça va mener à des gains qui sont significatifs et surtout en termes d'efficacité de notre enseignement et aussi au niveau de la compréhension des besoins de nos élèves. Donc, la triangulation va nous aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses, les besoins de nos élèves, leur style d'apprentissage et ça va nous permettre de planifier d'une manière plus ciblée et efficace nos leçons. Donc, ces méthodes-là vont nous permettre d'identifier et de répondre rapidement aux défis, ce qui va réduire notre temps consacré plus tard à corriger ces lacunes-là.
Donc, en différenciant et en triangulant, les enseignants peuvent cibler leur enseignement d'une manière plus efficace. Et ça va en bout de ligne améliorer le résultat des élèves. Donc, moins de temps sera nécessaire pour réviser ou réenseigner des concepts qui ont été mal appris. Ça va être moins de temps lié à la gestion des comportements ou même à l'élaboration des stratégies d'intervention. Et en bout de ligne, adopter des nouvelles approches comme celle-là qui vont nous rendre plus efficaces, mais ça contribue à notre développement professionnel comme enseignant. Ça va nous rendre plus compétents, plus confiants dans notre profession. Et il y a une grande satisfaction à voir nos élèves réussir, vous le savez, grâce à des stratégies d'enseignement efficaces et personnalisées. C'est une grande fierté qu'on a de les voir grandir et s'épanouir. Les moments Eureka sont très, très valorisants comme enseignants. D'autres conseils pratiques, priorisez. Prenez le temps d'examiner votre emploi du temps, de le réorganiser pour identifier les meilleurs moments, des endroits où vous allez pouvoir intégrer des pratiques de triangulation dans votre enseignement. Soyez stratégique dans votre planification. Par exemple, utilisez des activités que vous faites déjà pour intégrer l'observation de vos élèves. De cette manière-là, vous allez économiser du temps. C'est pas obligé d'être un surplus. Intégrez-le à ce que vous faites déjà. Par exemple, utilisez des travaux de groupe, des présentations et des auto-évaluations comme méthode d'évaluation. Et allez-y doucement. Intégrez un nouvel élément à la fois plutôt que d'essayer de tout changer parce que sinon vous allez abandonner, ça va rendre le processus beaucoup moins intimidant si vous y allez doucement et ça va être beaucoup plus gérable. Et une fois que vous allez être habitué à une nouvelle pratique, là, vous pourrez vous en ajouter d'autres et construire tranquillement sur ce que vous faites déjà. Utilisez les outils numériques qui existent et que vous connaissez, qui pourraient par exemple automatiser ou simplifier certaines tâches. Par exemple, des applications de gestion de classe, d'évaluation, Mote, Kahoot, Slido, il y en a tellement maintenant. Utilisez aussi des ressources éducatives qui sont déjà disponibles et qui ne nécessitent pas nécessairement énormément de temps. Donc, vous avez déjà des grilles qui sont prêtes. Préparez-vous des grilles d'observation. Utilisez vos listes de classes pour les préparer. Ça va vous aider. Je termine ici avec le visuel de la triangulation en éducation qui représente le concept à travers un triangle qui est lumineux, qui est coloré, qui est composé de 3 pièces de casse-tête qui sont interconnectées, où chaque pièce symbolise une des compétences clés en triangulation, les observations, les conversations et les productions des élèves. Vous voyez qu'à l'intérieur du triangle, il y a des élèves diversifiés qui atteignent ensemble un objectif partagé qui est symbolisé par la lumière, qui est symbole de réussite et de croissance. Et le fond représente notre environnement d'apprentissage qui est accueillant, qui est positif et qui montre une approche collaborative qui est inclusive et multifacette de l'évaluation et de l'apprentissage. Chaque effort qu'on va faire vers une pédagogie qui est plus riche et réactive va nous aider à aller mieux comprendre nos élèves. La triangulation en évaluation, c'est pas juste une méthode, c'est un engagement vers l'équité, vers l'inclusion, vers une compréhension profonde de chacun de nos élèves. Alors, il faut penser au-delà des chiffres et des lettres. Il faut penser à un avenir où est-ce que chacun de nos apprenants va être vu, va être compris et valorisé dans son parcours unique. Et je vous souhaite, sur ce, une belle poursuite de vos apprentissages et de votre développement professionnel. Merci au Centre Franco.